De retour dans le studio de France Info pour Partageons l'économie avec La Tribune. La finance peut-elle devenir notre amie? Notre débat qui va durer un petit quart d'heure et qui va réunir Lucie Pinson, qui est fondatrice et directrice générale de Reclaim Finance et qui est à côté de moi. Merci d'être avec nous, Lucie. Merci. Et Patricia Criffo, qui est professeure à l'École Polytechnique et qui s'occupe de la chaire Finance durable et investissement responsable. Bonjour Patricia, vous êtes à distance en Zoom ou autre format. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez également? Absolument. Bonjour Patricia, merci d'être avec nous. Alors peut-être pour commencer, j'allais proposer à Lucie Pinson de... Peut-être sur cette question, la finance peut-elle devenir notre amie? Je disais, est-ce qu'on peut y assister par les miracles de la crise Covid et de l'entrée dans une année, une décennie peut-être même de transition absolument majeure, une forme d'alliance improbable entre les activistes ONG que vous représentez, vous nous expliquez ce que fait Reclaim Finance, et les activistes actionnariaux qui aujourd'hui s'inquiètent pour leur investissement. Si jamais effectivement cette transition écologique ne se fait pas, certaines entreprises pourraient être amenées à disparaître. Et on voit bien qu'il y a un jeu quelque part qui est en train de se dérouler. Est-ce que vous le ressentez ainsi? Est-ce que la finance finalement peut être l'un des acteurs, l'un des moteurs des changements? Alors la finance doit être un moteur de changement, d'accélération de la transition, ça c'est certain. Bien entendu, il n'y aura pas de transition sans financement, services d'assurance et investissement dans l'économie décarbonée. Et bien entendu, cela implique d'arrêter de financer l'économie carbonée, notamment le secteur des énergies fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole ou le gaz. Maintenant, est-ce que la crise a accéléré cette prise en main du climat par la finance? Malheureusement non, au contraire. On a vu une augmentation massive des financements aux énergies fossiles en 2020. Un dernier rapport publié par Oxfam et les Amis de la Terre a démontré que 100 milliards d'euros ont été accordés par les grandes banques françaises aux entreprises des énergies fossiles en 2020. Donc alors que nos banques en 2020, il faut le rappeler, se joignaient aux appels publics pour une relance verte, plus durable, plus résiliente, etc. Eh bien, en vérité, elles faisaient des chèques sans condition aux grandes entreprises des énergies fossiles et notamment à celles qui sont à l'avant-garde de l'expansion. Donc, qui développent des nouveaux projets dans le secteur pétrolier, gazier et du charbon, notamment pétrolier et gazier. Et ces entreprises, c'est notamment les grandes majors pétrolières et gazières. On peut parler de Shell, de BP et de Total. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un sursaut, non pas en raison de la crise du Covid, mais peut-être de ce qui s'est passé il y a 2 jours? Il y a 2 jours, l'Agence internationale de l'énergie, qui nous a habitués à être un gros promoteur de l'expansion des énergies fossiles, a sorti un rapport, un scénario climat pour l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et l'AIE est on ne peut plus limpide. Nous ne pouvons plus développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Et donc, on espère en effet que nos appels, qu'on a répétés, réitérés depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015, soient finalement entendus de la part des grandes banques françaises, mais également de leurs branches de gestion d'actifs, donc Amundi, BNP Asset Management, de la même manière qu'on appelle les autres investisseurs, actionnaires des majors pétrolières et gazières, comme AXA, BlackRock, à se saisir du rapport de l'AIE pour pousser les grandes majors pétrolières et gazières à changer. Et donc ça, elles en ont l'opportunité la semaine prochaine avec l'Assemblée générale de Total qui se tiendra le 28 mai. Et il faut absolument qu'elles votent contre le faux plan climat qui est proposé par l'entreprise et qui camoufle en réalité une hausse de 30% de sa production de gaz. Alors, Patricia Criffo, peut-être pour vous donner la parole sur ce débat, parce que vous vous occupez de finances durables et ce que pose comme débat finalement Lucie Pinson et qui joue son rôle évidemment d'ONG et je le disais d'activiste, c'est d'être le couteau un petit peu dans le dos des entreprises pour leur dire qu'il faut changer parce qu'au-delà des discours, on le voit bien, il y a quelque part le compte à rebours qui est en train de tourner. Comment est-ce que vous voyez finalement la relation qu'il doit y avoir entre ce monde plutôt activiste et la finance durable, la nécessité d'une transition qui forcément, c'est un peu l'histoire, encore un instant, Monsieur le Bourreau, jusqu'à la dernière goutte de pétrole.
Alors, la question de la finance durable et du rôle de l'activisme dedans, c'est quelque chose évidemment de fondamental. Pour vous donner des ordres de grandeur, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, c'était 1% des actifs investis sur les marchés financiers en 2007. C'est passé à quasiment 20% aujourd'hui, entre 20 et 30% selon qu'on considère des fonds strictement ISR ou un petit peu plus large d'intégration ESG. Donc voilà, c'est quand même un mouvement qui se développe beaucoup sur les marchés financiers. Et au sein de ce mouvement, comme l'a mentionné Lucie Pinson, il y a un certain nombre d'activistes qui prennent des positions assez fortes vis-à-vis des entreprises pour les pousser à cette transition énergétique. Alors, les investisseurs eux-mêmes, en fait, ont bien un rôle à jouer dans les assemblées générales sur les sujets climatiques. Ils ont parfois des actions assez emblématiques. Moi, je vais en citer deux. Il y a l'initiative Climate 100 qui a été impulsée au départ par CalPERS, qui est le fonds de pension californien. C'est cette initiative qui a obtenu de Total déjà de mettre au vote son plan de neutralité carbone pour la semaine prochaine. Mais il y a aussi un collectif dont on entend un petit peu moins parler, mais qui est très important, qui s'appelle le Say on Climate, à l'image de la régulation Say on Pay qui impose aux entreprises de proposer un vote sur les rémunérations des dirigeants. Là, cette initiative propose d'imposer un vote sur les résolutions climat. Donc, nous, au sein de la chaire finance durable que je copilote avec Toulouse, on a des chercheurs qui ont comparé ce que font des grands acteurs. On a parlé de BlackRock. Justement, ils ont comparé ce que font BlackRock et le fonds norvégien. Donc, BlackRock, c'est le plus gros actionnaire au monde. Le fonds norvégien, c'est un fonds souverain responsable extrêmement important aussi. Et ils ont comparé ce qu'ils votaient, en fait, aux AG chaque année. Et sur près de 40 000 résolutions votées dans environ 3 000 entreprises dans le monde dans les années 2010-2020, ces fonds-là, BlackRock et le fonds norvégien, ils s'opposent quand même assez souvent au management, en tout cas plus souvent sur les questions environnementales que sur les questions de gouvernance. Donc le Say on Climate, c'est une réalité qui commence à apparaître. Évidemment, il y a des très grosses différences de comportement entre les deux fonds, entre BlackRock et le fonds norvégien. De fait, BlackRock s'oppose en moyenne à 4% sur ces résolutions-là, le fonds norvégien 25%. Donc c'est quand même beaucoup plus important pour les fonds socialement responsables. Lucie Pinson, dans le travail que vous menez chez Reclaim Finance, peut-être dire ce que vous faites, et vous êtes en train de prendre une initiative qui essaye de créer un peu de communication plus transparente sur effectivement ce que font les grands acteurs financiers en matière d'investissement carboné. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça s'appelle, je crois, le SCAN. Et qu'est-ce que ça va changer pour finalement aussi le grand public d'arriver à se repérer? Parce que parfois, on a parfois du mal, franchement, à s'y repérer dans les grandes méthodologies des uns et des autres. Et du coup, le dialogue est un peu un dialogue de sourds. Alors tout à fait, à Reclaim Finance, donc on travaille aussi bien sur les portefeuilles d'investissement et de financement des grands acteurs financiers, donc on regarde ce qu'ils soutiennent réellement et on analyse aussi les politiques de vote. Je reviendrai plus tard à ce que Patricia Criffo a pu dire. Le scan de la finance fossile, il vise à donner les moyens à tout à chacun de comprendre ce qui se passe derrière les grands discours des banques, des sociétés d'investissement et d'assurance. Et y a-t-il du greenwashing? Y a-t-il du greenwashing? Parce que ces grands établissements, lorsqu'on est un client, on a l'impression que finalement, ils ont pris le climat à bras-le-corps et qu'ils sont vraiment engagés dans la transition énergétique. Et donc, on a voulu regarder la réalité de leur politique dans le secteur pétrolier et gazier pour les mettre en regard avec le financement à ces secteurs-là, que j'ai nommé 100 milliards d'euros l'année dernière. Et la réalité, c'est que la majeure partie des acteurs financiers français n'a pas mis la main, vraiment, ne s'est pas mis au travail sur le secteur pétrolier. Souvent, ils contestent vos méthodologies. Est-ce que vous avez un dialogue avec eux? Alors, on dialogue énormément. De fait, ils discutent très peu les méthodologies de Reclaim Finance. Là, je pense que le scan de la finance fossile, qui est l'équivalent du Call Policy Tool qu'on avait sorti déjà l'année dernière sur les politiques adoptées par les acteurs financiers au niveau international sur le secteur du charbon, est un outil, de fait, utilisé par les acteurs financiers eux-mêmes pour se comparer
et pour également, lorsqu'on est un investisseur, choisir son gestionnaire d'actifs, par exemple. Donc, c'est des outils robustes, précis, avec des critères, et on passe au crible l'intégralité des politiques vis-à-vis de ces critères-là. De fait, les recommandations qu'on a pu faire aux acteurs financiers sur le secteur du charbon se retrouvent dans la majeure partie des politiques aujourd'hui adoptées par les acteurs financiers français. Donc, on dialogue. Par contre, bien entendu, notre rôle, c'est d'interpeller sur l'urgence climatique et de les pousser à faire beaucoup plus, puisque pour revenir sur la question du vote, on a entendu parler du Climate Action 100+, qui est une initiative qui a été lancée en 2017 et qui vise à réunir les investisseurs pour mener des stratégies d'engagement collectif en direction des entreprises les plus émettrices. Donc concrètement, on se réunit pour pousser les entreprises à se décarboner. Malheureusement, comme pour le scan de la finance fossile, on voit que derrière les grands discours, il n'y a pas forcément d'actes qui suivent. Et notamment, on peut revenir sur CalPERS, qui est un des fonds d'investissement à l'origine du Climate Action 100+. Eh bien, CalPERS, par exemple, la semaine dernière, a voté contre une résolution climat à l'Assemblée générale de BP. Donc là, on voit bien que les actes ne suivent pas. Ce n'est pas seulement BlackRock, mais c'est également des actionnaires qui fanfaronnent publiquement pour mettre en avant l'urgence climatique et leurs actes. Et peut-être pour revenir aussi sur le Sound Climate, parce que le Sound Climate est une initiative dans laquelle s'est engouffré Total pour proposer son plan climat. Le plan climat de Total, certes, Total consulte ses actionnaires, mais ce plan n'est en rien compatible avec une trajectoire 1,5 degré. Il nous faudrait baisser la production de pétrole et de gaz. Total entend l'augmenter de 30% d'ici 2030 et de 50% entre 2015 et 2030. Total n'a pas d'objectif précis de baisse de ses émissions liées à son scope 3 qui représente 90% des émissions de Total. Donc on voit bien que ce plan-là, il ne tient pas la route. Et d'ailleurs, l'initiateur du Sound Climate dit lui-même que Total ne fait pas un Sound Climate. Total fait du greenwashing et Chris Hohn, qui est à l'origine de l'initiative Sound Climate, a appelé les actionnaires à voter contre ce plan climat. Patricia Criffo, sur ce débat sur les assemblées générales, la RSE, on voit que les entreprises, et c'est le thème de notre journée, disent toutes qu'elles sont aujourd'hui, elles ont compris que la RSE est aujourd'hui un engagement réel, il faut le prendre en sérieux. Le patron de Renault, Jean-Dominique Sénard, nous le disait tout à l'heure. Est-ce que vous, qui regardez les choses peut-être avec un peu plus de recul et de vision peut-être aussi internationale, vous avez le sentiment qu'il y a eu une bascule, que la balance a changé, parce que dans les années 2020, la pression et des actionnaires et des clients et des salariés est réelle, ou est-ce que finalement on est encore dans cette phase de greenwashing ? Alors, sur ce sujet, moi, je pense que le régulateur a un rôle important à jouer. Alors, je vais faire juste une toute petite parenthèse pour terminer, pour revenir sur le débat sur le charbon, et puis j'embrayerai sur la RSE de manière un petit peu plus générale. Il y a effectivement un risque de greenwashing, il y a effectivement un risque que les résolutions ne soient pas forcément suffisantes et avec un contenu satisfaisant. Et le régulateur, du coup, s'empare aussi de cette question. C'est ce qu'a fait notamment en France l'AMF et la CPR, les deux gendarmes des marchés financiers, qui ont lancé une commission climat et finances durables, une évaluation des engagements de tous ces acteurs financiers en matière de climat et de charbon, et qui montre si la plupart des acteurs ont une politique, par exemple charbon, avec pas mal qui ont des engagements et des dates de sortie effectives, il faut quand même rester prudent sur l'impact du désengagement et que les efforts de transition doivent être vraiment beaucoup mieux valorisés. Donc je termine là-dessus pour élargir un petit peu plus généralement le débat sur la RSE. 2020, c'est quand même une année effectivement charnière. Alors ça fait, c'est pas en tant que tel un point d'orgue, mais c'est déjà les 2 ans de la loi Pacte. Donc ça, c'est quand même un point qu'on peut souligner et qui est dit et redit aujourd'hui. Et puis la crise sanitaire, le monde post-Covid, en fait, a quand même changé un peu les choses et remis les enjeux, moi je pense sociaux aussi également, pas simplement environnementaux et climatiques, au centre des débats et des projets d'entreprise, parce que la perspective de crise, des profits plus faibles, ça rend aussi plus visibles les inégalités. Et ça, c'est un point important. La question du partage des profits, et c'est le sujet aussi qui nous anime aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire de la finance notre ami? C'est aussi remettre sur le débat la question du partage des profits entre salariés, investisseurs et actionnaires, et le rôle et la place de l'entreprise avec les salariés au cœur de la gouvernance. Donc la participation des salariés, c'est vraiment un sujet
un sujet important et qui a été remis au premier plan avec la loi phare qui a voulu des mesures très importantes avec restaurer la place des salariés dans les conseils d'administration, la renforcer, la participation financière aux décisions par les salariés. L'idée, en fait, que seuls les actionnaires, ça serait la partie prenante dominante qui aurait voix au chapitre, qui seraient les créanciers, ce qu'on appelle en économie les créanciers résiduels. Cette vision-là ne tient plus tellement. Les salariés sont également des parties prenantes dominantes et constituantes, parce qu'eux aussi, ils investissent à risque dans l'entreprise. Leur capital humain, et notamment leur capital humain spécifique, c'est un investissement à risque. Et Merci. donc, cette crise-là, je pense qu'elle ravive ces débats-là. Merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'il faut, malheureusement, mais on est tous frustrés, on aimerait vous garder pendant 1 heure, toutes les deux, pour continuer, mais on vous réinvitera. Le temps est un peu, nous oblige à arrêter là ce débat. Ce que vous avez dit, finalement, toutes les deux aussi, c'est que les enjeux de la gouvernance sont finalement au cœur pour la réussite de la partie S et E de la RSE. Et ça me paraît important, finalement, d'être rappelé aujourd'hui. Merci à toutes les deux pour ce débat. Et l'occasion, je pense, nous sera donnée de vous réinviter. Je passe la parole à la prochaine table ronde.